Au XIXe siècle, le Maroc, c'est une nation souveraine, un empire qui a une très longue histoire d'indépendance. Et pourtant, en l'espace de quelques décennies à peine, il va se retrouver complètement pris au piège par les puissances européennes. Un engrenage qui va le mener inexorablement à perdre sa souveraineté. Alors, comment est-ce que tout ça a pu arriver? On va décortiquer ensemble les mécanismes de cette histoire. La question est simple, mais la réponse, elle, est complexe. Comment un pays qui a su résister aux dominations étrangères pendant des siècles finit par tomber? Ce n'est pas l'histoire d'un seul jour ou d'une seule bataille. Non, c'est plutôt celle d'une pression qui n'a cessé de monter, à la fois militaire, économique et bien sûr politique. Pour y voir plus clair, on va suivre ça en 5 étapes. On va commencer par le premier choc, le choc militaire. Ensuite, on verra la pression économique. Puis, on regardera comment le Maroc a tenté de réagir, pourquoi ça n'a pas suffi. Et enfin, comment s'est joué l'acte final, l'instauration du protectorat. Allez, on commence par le début. Tout bascule avec une première confrontation directe, un moment clé où la faiblesse militaire du Maroc va être exposée aux yeux de tous. On est en 1844. La France est déjà en Algérie et cherche à sécuriser sa frontière ouest. Un conflit frontalier éclate et ça mène à la bataille d'Isly. Le résultat est une défaite cuisante pour l'armée marocaine. Et là, c'est la douche froide. Ce choc révèle le fossé technologique et d'organisation qui sépare le Maroc des armées européennes. Une brèche est ouverte et elle ne se refermera pas. Juste après, il y a la signature du traité de l'Ala Magna en 1845. Sur le papier, ça a l'air de régler le problème. La frontière nord est tracée précisément. Mais, et c'est là toute la subtilité, la frontière sud, dans le désert, est laissée volontairement floue. La France se garde ainsi une porte ouverte pour de futures expansions. C'est une ambiguïté très calculée, un coup de maître diplomatique qui aura des conséquences énormes sur le long terme. Après la pression militaire vient une autre forme de pression, plus insidieuse mais tout aussi efficace, la pression économique. L'Europe va maintenant utiliser le commerce pour resserrer son étau. Ce n'est pas juste un traité, mais bien toute une série d'accords commerciaux qui sont signés. D'abord avec la Grande-Bretagne en 1856, puis avec l'Espagne, puis avec la France. Chacun de ces traités enfonce un peu plus le Maroc dans une dépendance économique qui devient petit à petit inévitable. Le vrai problème avec ces traités, c'est qu'ils sont totalement déséquilibrés. Ils accordent des privilèges énormes aux Européens, des avantages économiques, des exemptions de taxes, et même une protection juridique qui les mettait hors de portée de la justice locale. En gros, ça a non seulement affaibli l'autorité de l'État marocain, le Magzen, mais ça a aussi vidé ses caisses, plongeant le pays dans une crise financière gravissime. Mais attention, face à cette situation, le Maroc ne reste pas les bras croisés. Bien au contraire, conscient du danger, le pouvoir va lancer une série de réformes vraiment ambitieuses pour moderniser le pays et tenter de résister. Le plan était complet et audacieux. Côté militaire, on veut bâtir une armée professionnelle, sur le modèle européen. Côté éducation, on envoie les jeunes les plus brillants se former en Europe. Et côté économie, on essaie de rationaliser les finances de l'État. L'objectif était clair, se renforcer de l'intérieur pour mieux résister à la pression extérieure. Alors, la question qu'on est obligé de se poser, c'est, avec une telle volonté de changer les choses, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait dérailler ce grand projet de modernisation? Eh bien, l'échec s'explique par une combinaison fatale de facteurs. Il y avait des problèmes à l'intérieur et à l'extérieur. En interne, une partie des élites religieuses, les oulémas, s'opposaient à ces réformes, qu'ils voyaient comme contraires à la tradition. Et puis, il y avait cette crise financière qui rendait tout projet de réforme très cher et difficile à financer. Et en même temps, de l'extérieur, la pression européenne ne s'arrêtait jamais, forçant le Maroc à faire sans cesse de nouvelles concessions. C'était un combat sur deux fronts presque impossible à gagner. On arrive maintenant au dernier chapitre de cette histoire, à la succession d'événements qui, très rapidement, vont mener à la perte officielle de l'indépendance du Maroc. Au début du XXe siècle, tout s'accélère dramatiquement. D'abord, une grande rébellion interne affaiblit énormément le pouvoir central. Puis, en 1906, la conférence d'Algésiras vient internationaliser la crise et place les finances et la police des ports sous contrôle franco-espagnol. En 1911, la crise d'Agadir écarte le dernier rival sérieux, l'Allemagne. La voie est alors libre pour la France. Et le 30 mars 1912, le sultan, isolé et sous la contrainte, signe le traité de Fès. Le protectorat est officiellement établi. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le sort du Maroc n'était pas un événement isolé. C'était une pièce centrale dans la grande rivalité impériale entre les puissances européennes. Une course qui était en train de redessiner la carte du monde. Cette lutte pour le contrôle du Maroc a même aggravé les tensions sur le continent. Des tensions qui, quelques années plus tard, allaient exploser en une guerre mondiale et changer le cours de l'histoire pour toujours.